Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans un livre fascinant qui s'appelle La psychologie de l'argent. Ah oui, un livre passionnant, Ouais, vous êtes prêts à explorer comment nos émotions influencent nos décisions financières. carrément. Prêt à plonger. Allez, on y va. Accrochez-vous, on va décortiquer pourquoi gérer son argent. C'est souvent plus une question de psychologie que de chiffres. Exactement. Hmm. C'est ce que ce livre nous montre aussi bien. Et pour commencer en beauté, on va parler d'un certain Ronald Reed. Vous connaissez? Ronald Reed. Un concierge qui a amassé une fortune de 8 millions de dollars. Ah oui, l'histoire incroyable de ce concierge devenu multimillionnaire. Incroyable. Comment a-t-il fait? Eh bien, figurez-vous, son secret, c'est la patience et les intérêts composés. Les intérêts comparés. Hmm. Oui, imaginez un glacier qui se forme lentement, mais sûrement au fil du temps. D'accord? Eh bien, c'est pareil pour l'argent. Avec les intérêts composés, ça prend du temps, mais les résultats peuvent être colossaux. C'est fascinant. Donc la clé, c'est d'investir sur le long terme. Exactement, il faut laisser le temps, comme on dit. Mais ça demande une certaine discipline, n'est-ce pas? Ah oui, c'est sûr. Surtout quand on voit les hauts et les bas du marché financier. Les montagnes russes émotionnelles. Exactement. Yeah. Imaginez investir sur le Dow Jones entre 1950 et 2019. Oui, Le rendement annuel moyen était de 11%. C'est énorme. impressionnant. Mais pour en arriver là, il fallait supporter des chutes vertigineuses, parfois des crashs soudains. Aïe, aïe, aïe. Il fallait avoir les nerfs solides. C'est là que la psychologie entre en jeu. Tout à fait. Beaucoup d'investisseurs cèdent à la panique et vendent au plus bas par peur de tout perdre. La peur peut être un mauvais conseiller. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, le livre nous invite aussi à réfléchir à nos modèles de réussite en matière de finances. Des modèles de réussite. Oui, par exemple, on admire souvent ceux qui ont connu un succès fulgurant comme Bill Gates. Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Oui, mais on oublie souvent le rôle de la chance dans ces success stories. La chance. Oui, Bill Gates a eu beaucoup de talent, c'est indéniable. Bien sûr. Mais il a aussi une chance extraordinaire. Vous voulez dire qu'il aurait pu ne pas réussir? Tout à fait. Le livre prend l'exemple de son ami d'enfance, Kent Evans, Kent Evans. aussi brillant que Bill Gates en informatique. Ah, Mais il est décédé tragiquement dans un accident. Oh, c'est terrible! Oui, la vie est parfois injuste. C'est un rappel que la chance joue un rôle important. Exactement. Et à l'inverse, on a tendance à mépriser ceux qui ont fait faillite. Ah oui, ceux qui ont tout perdu. Oui, on les juge souvent sans prendre en compte la complexité du risque. On oublie que tout le monde peut faire des erreurs. C'est ça, le livre nous invite à plus de nuances. Un des messages qui m'a marqué, c'est celui de ne pas risquer ce qui est important pour obtenir quelque chose qui ne l'est pas. Ah oui, une grande sagesse. Le livre raconte l'histoire de Raja Gupta, un consultant de haut niveau qui a tout risqué pour des gains à court terme. Raja Gupta. Il a fini en prison en ayant tout perdu. Un exemple tragique de cupidité. La cupidité peut nous aveugler. Absolument. Il faut se rappeler que la vraie richesse, c'est d'avoir le contrôle de son temps et de ses options. Avoir la liberté de choisir sa vie. Exactement. Et ça ne dépend pas forcément du montant sur son compte en banque. C'est ça, la liberté financière peut prendre plusieurs formes. J'aime beaucoup cette idée. Le livre explore aussi le concept de suffisance. La suffisance. Oui, l'idée qu'il existe un point où plus d'argent n'apporte plus de bonheur. Intéressant. Mais ce point de suffisance est propre à chacun, non? Exactement. Il dépend de nos valeurs, de nos aspirations. Le livre nous invite à définir notre propre vision du succès financier. C'est ça l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est qu'il ne se contente pas de conseils financiers classiques. Oui, c'est bien plus que ça. Il explore la dimension psychologique et émotionnelle de l'argent. Nos émotions jouent un rôle énorme dans nos décisions financières. On est loin des tableaux Excel et des calculs froids. Ah, ça oui. Le livre nous encourage même à accepter notre irrationalité. Notre irrationalité. Oui, on n'est pas des robots. On ne prend pas toujours des décisions parfaitement rationnelles. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas les seuls. Le livre nous invite à comprendre nos émotions plutôt que de les ignorer. Intéressant. Trouver une stratégie d'investissement qui nous permet de dormir sur nos deux oreilles. Dormir sur ses deux oreilles, c'est la clé. Absolument. La tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Et ça nous amène à un autre concept important, la marge d'erreur. Ah oui, la marge d'erreur. On ne peut pas tout prévoir. Exactement. Il faut toujours s'attendre à l'imprévu. C'est comme construire un pont. Un pont, Oui, un bon ingénieur le conçoit pour supporter des charges bien plus lourdes que la normale. au cas où. Exactement. On devrait faire pareil avec nos finances. Avoir une marge de sécurité pour résister aux tempêtes. J'aime bien cette image. La diversification est aussi très importante.
Diversifier ses investissements. Oui, mais aussi ses sources de revenus. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Exactement. C'est une forme d'assurance pour notre patrimoine financier. Et en parlant de protection, le livre aborde aussi ce qu'il appelle les longues traînes en finance. Les longues traînes. Oui, c'est une idée qu'un petit nombre d'événements souvent imprévisibles peuvent avoir un impact énorme sur nos finances. Un peu comme en bourse, où une poignée d'entreprises génère la majeure partie des gains. Exactement. C'est ça l'idée. Donc au lieu de se focaliser sur le court terme, on devrait plutôt se concentrer sur ces rares événements qui changent la donne. C'est ce que l'auteur suggère, la plupart des gens surestiment leur capacité à prédire le marché. On se prend pour des Nostradamus de la finance. Un peu, oui. Mieux vaut adopter une approche à long terme et laisser la magie des intérêts composés opérer. Laissez le temps faire son œuvre. Exactement. D'ailleurs, le livre raconte l'histoire de Jesse Livermore, un grand trader boursier qui a tout perdu pendant la Grande Dépression. Jesse Livermore, un nom qui résonne encore aujourd'hui. Oui, un génie de la finance, mais qui a été victime de son excès de confiance. L'excès de confiance peut être dangereux. Ah oui, surtout en matière d'argent, le livre nous met en garde contre ça. Rester humble face à l'incertitude des marchés. Exactement. Personne ne peut prédire l'avenir avec certitude. Le livre parle aussi de la marge de sécurité, un concept popularisé par Benjamin Graham. Ah oui, la fameuse marge de sécurité. C'est quoi au juste? Imaginez que vous achetez une voiture d'occasion bien en dessous de sa valeur réelle. D'accord. Cette différence, c'est votre marge de sécurité. Elle vous protège si la voiture a des vices cachés. Intéressant. Et on applique ce principe à l'investissement. Exactement. Benjamin Graham recommandait d'acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Pour se protéger des pertes potentielles. C'est ça une approche prudente pour préserver son capital. La prudence est de mise quand il s'agit d'argent. Tout à fait. Et la psychologie joue un rôle énorme dans tout ça. Nos émotions peuvent nous influencer. Ah oui, énormément. Le livre explore plusieurs biais cognitifs qui peuvent nous induire en erreur. Des biais cognitifs. Oui, par exemple, l'aversion à la perte, le biais de confirmation, ou encore l'illusion de contrôle. Qu'est-ce que c'est que l'aversion à la perte? C'est cette tendance qu'on a tous à ressentir plus fortement la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain équivalent. On déteste tous perdre de l'argent, Exactement. Et ça peut nous pousser à prendre des décisions irrationnelles. par exemple. Garder des actions en perte trop longtemps ou éviter des investissements pourtant prometteurs. Par peur de perdre. Exactement. La peur peut nous paralyser. Et le biais de confirmation, Le biais de confirmation, c'est quand on recherche uniquement les informations qui confirment nos opinions. même si elles sont fausses. Oui, on se crée une bulle de filtre. On voit ce qu'on veut voir. Exactement. Et ça peut nous empêcher de prendre des décisions objectives. On se laisse aveugler par nos propres croyances. C'est ça le danger du biais de confirmation. Et l'illusion de contrôle. L'illusion de contrôle, c'est quand on surestime notre capacité à influencer des événements qui sont en réalité aléatoires. On se prend pour des magiciens. Un peu, oui. On pense qu'on peut contrôler le marché, alors qu'en réalité, on est soumis à des forces qui nous dépassent. On peut vite déchanter. Absolument. Le livre nous invite à prendre conscience de ces biais. Pour éviter de tomber dans le piège. Exactement. Il faut être vigilant et remettre en question nos propres perceptions. Et j'imagine que ces biais touchent tout le monde, même les experts. Ah oui, personne n'est immunisé contre les biais cognitifs. C'est rassurant. Le livre insiste sur l'importance de l'humilité en matière de finances. On ne sait jamais tout. C'est ça, il faut rester ouvert d'esprit et apprendre de ses erreurs. Le livre parle aussi de l'influence de notre entourage sur nos décisions financières. Ah oui, on est tous influencés par les normes sociales. On se compare aux autres. Exactement, on fait comme les voisins, comme les amis. Et ça peut nous pousser à des dépenses inutiles. C'est ça, le piège du consumérisme. On achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin juste pour impressionner les autres. Le livre nous invite à réfléchir à nos motivations profondes. Oui, est-ce qu'on dépense notre argent pour ce qui compte vraiment pour nous? Ou est-ce qu'on se laisse dicter nos choix par la société? C'est une question essentielle à se poser. Le livre parle aussi de l'indépendance financière. Ah oui, un rêve pour beaucoup de gens. Vivre sans avoir à travailler. Oui, avoir la liberté de choisir son temps et ses activités. Est-ce que c'est vraiment possible? L'auteur en est convaincu. Il nous donne des pistes pour y parvenir. Des pistes concrètes. Oui, vivre en dessous de ses moyens, investir intelligemment, gérer son argent de manière responsable. Ça demande des efforts. Bien sûr. Mais la récompense en vaut la peine. La liberté financière n'a pas de prix. Exactement. C'est un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi. Le livre aborde aussi la question du pessimisme. Le pessimisme en matière d'argent. Oui, on a souvent tendance à voir le verre à moitié vide. L'auteur appelle ça la séduction du pessimisme.
La séduction du pessimisme. Oui, on est attiré par les prédictions alarmistes, les scénarios catastrophes. On se complaît dans la peur. Un peu, oui. Le livre nous invite à prendre du recul par rapport à ces discours négatifs. Relativiser. Exactement. Le monde est plus résilient qu'on ne le pense. Il faut garder espoir. C'est ça. L'optimisme est souvent plus réaliste que le pessimisme. Le livre nous encourage à avoir une vision plus positive de l'avenir. Oui, sans pour autant ignorer les défis qui nous attendent. Un optimisme lucide en quelque sorte. Exactement. Oui, avoir une bonne gestion de ses finances, ça permet de se projeter plus sereinement vers l'avenir. C'est pas juste une question de gros sous, mais d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Exactement. Ouais. Savoir qu'on est capable de gérer les imprévus, les coups durs. Se sentir en sécurité, quoi. Oui, avoir des bases solides pour affronter les aléas de la vie. Et justement, le livre nous encourage aussi à mener une vie riche de sens, quelle que soit notre situation financière. Ah oui, ça c'est important. Avoue, on peut être millionnaire et se sentir complètement vide. Avoir tout l'argent du monde ne garantit pas le bonheur. Exactement. Le vrai bonheur, il vient des choses simples, les relations humaines, les expériences, la contribution au monde. Vivre une vie qui a du sens, quoi. Oui, trouver sa voie pour suivre ses passions, s'engager pour une cause qui nous tient à cœur. L'argent doit être au service de nos aspirations, pas l'inverse. Tout à fait. C'est un outil, un moyen, pas une fin en soi. Ce livre est vraiment une mine d'or et nous donne tellement de pistes de réflexion. Et c'est un livre qui fait réfléchir et qui nous pousse à nous remettre en question. Qu'est-ce que vous espérez que nos auditeurs retiendront de notre discussion aujourd'hui? Le message principal, je dirais, c'est que l'argent est un sujet profondément humain. Humain, mais là. Oui, c'est pas juste une question de chiffres et de calculs, c'est lié à nos émotions, nos valeurs, nos croyances. Il faut comprendre notre propre rapport à l'argent Exactement. Prendre conscience de nos biais, de nos peurs, de nos aspirations. pour faire des choix plus éclairés. Oui, des choix qui sont en accord avec nos valeurs profondes. Merci beaucoup pour tous ces précieux conseils. Ce fut un plaisir de partager ces réflexions avec vous et avec vos auditeurs. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans la psychologie de l'argent vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à relire le livre, à approfondir les concepts. Et surtout, n'oubliez pas la gestion de l'argent, c'est un voyage personnel. Un voyage qui peut être passionnant et enrichissant. Alors continuez d'explorer, d'apprendre et de grandir.